Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour les amis, c'était limite, mais nous sommes là pour cette rentrée, une rentrée qui est quand même largement avancée puisqu'on est bientôt à Noël, de Vue autrement, et je voulais remercier mon invité d'être présent sur Radio Grand Lac ce jour, 92.1 FM en direct pour Vue autrement, et en replay dimanche sur la chaîne Autour du Lac, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, ça ira comme ça. Bonjour cher Dominique Dor. Bonjour Jérôme, merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi. Bah non, mais ça fait tellement plaisir parce que on n'invite que des hommes ou des femmes remarquables, bien sûr. Ah bah alors là, je vais déparer dans la collection. Qui vient du mot remarquer, se faire remarquer d'ailleurs. Il me faut mes loupes. Vous en avez pas besoin, vous Dominique, tout va bien. J'ai pas de papier, donc ah oui. Ça va aller, on va improviser. Pas besoin de lunettes. Voilà. Et ce qui est bien, Dominique, c'est que c'est un homme de communication quand même, et on va le voir. Et que aucune question m'a été posée auparavant parce que vous êtes, entre guillemets, on peut le dire, retraité de la politique. Oui, je suis retraité de la politique et c'est vrai que ça donne une forme de liberté dans ce genre d'exercice, de prise de parole à la radio, une liberté qu'on a moins quand on fait de la politique, puisqu'on est quand même obligé, évidemment, de faire plus attention à ce qu'on peut dire, alors que là, j'ai la liberté complète de mes propos. Oui, ce qui est bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, je voudrais dire, pour commencer, alors le principe, cher Dominique, je vous appelle Dominique déjà, hein ? Ah bah oui, bien sûr, Jérôme. Le principe d'En Vue autrement, c'est très simple. Et je voudrais le dire à tous ceux qui n'ont pas encore écouté l'émission. C'est d'ailleurs une marque déposée, je voudrais dire aussi, sur Radio Grand Lac. Donc c'est 30 minutes, en gros, on va essayer de faire ça. 5 minutes de bio. Mais 5 minutes pour votre bio, cher Dominique, ça va être compliqué quand même. Oui, c'est beaucoup trop long. Oui. 10 minutes, 10 questions. Toujours les mêmes pour tout le monde. Bien. Et 5 minutes d'actu. Donc ça, vous verrez ce que vous en direz sur l'actu. Peut-être qu'on réduira l'actu pour les questions. Faites comme vous voulez, Jérôme. Voilà. Tout va bien. Et puis dire qu'on reçoit des personnalités, certes, qui ont été politiques, mais qui sont économiques, qui sont artistiques, qui sont culturelles, qui sont sportives. Donc voilà, je tenais à faire ce petit point. Et je voudrais dire aussi que parmi les commentaires dans la présentation de votre invitation de ce jour, et dans les posts sur les réseaux sociaux, où il y a à boire et à manger, hein, il y a vraiment à prendre et à laisser. Mais en tout cas, il y avait un très beau post, commentaire d'une jeune dame, enfin d'une dame, qui a dit « Ah, quel plaisir, parce que merci d'avoir rajeuni cette ville, Aix-les-Bains. » Et on parlera pas de votre slogan de l'époque, que vous disiez la belle endormie, c'est vrai. Toujours est-il qu'on fera pas de politique aujourd'hui, mais que cette dame disait, vous avez rajeuni la ville d'Aix-les-Bains et merci d'avoir mis un successeur qui prend, en parlant de Renaud Beretti, qui prend la suite brillamment et qui suit votre chemin. Voilà, je voulais faire ce point pour dire que, vous avez marqué votre territoire, Dominique. Bah, écoutez, j'ai été élu effectivement à l'époque avec l'idée qu'il fallait réveiller la belle endormie. C'était vraiment l'attente des gens. C'est d'ailleurs très rigolo de voir que on a en effet réveillé la belle endormie et qu'aujourd'hui les attentes des gens ont complètement changé. Puisqu'aujourd'hui les gens disent au contraire, il faut que ça va trop vite, il y a trop de béton, il y a trop de voitures, faut faire moins, etc. Donc en 20 ans pratiquement, les attentes des citoyens aixois ont changé. Ils ont oublié que la ville s'était complètement endormie. Ils m'ont demandé de la réveiller et maintenant ils demandent plutôt à Renaud Beretti de ralentir le rythme. C'est très, ce qu'il essaye de faire, mais ce qui n'est pas simple pour lui. Ce qu'il essaie de faire, ce qui est très difficile à faire, et ce qui, de mon point de vue, qui est une grosse connerie, mais c'est ce qu'attendent les gens, donc on peut pas le contester. Je pense qu'une ville, on disait à l'époque, et je crois que ça reste une vérité, une ville où il n'y a pas de grue, c'est une ville qui est en train de mourir. Et je pense que si une ville ne se développe pas, elle finit par s'endormir et par mourir. Donc voilà, je pense que c'est une erreur de penser qu'il faut ralentir le rythme. Le rythme, il se fait, le rythme du développement d'une ville, il se fait d'abord un peu naturellement, en fonction de son attractivité.
Et puis aussi, on voit par exemple sur Annecy. Annecy a connu un peu la même histoire que nous, et aujourd'hui le rythme se ralentit parce qu'Annecy est saturé. Donc en fait, il y a une espèce d'équilibre naturel qui se fait. Et je pense que tant qu'on peut en tout cas tirer les fruits d'un développement avec, vous voyez, un nouvel hôpital, de nouveaux services, de nouveaux commerces, ça vient pas dans une ville qui ralentit. Et donc je pense qu'il faut continuer malgré tout, mais j'ai compris que les gens, les citoyens, étaient plutôt sur l'idée qu'il fallait ralentir. Donc, ma foi, les citoyens ont toujours raison en démocratie. C'est vrai, alors ils regardent chacun leur paillasson, évidemment. J'étais avec une entreprise ce matin avant de vous rencontrer qui, elle, dit, Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. On peut tout dire sur ce slogan. Toujours est-il qu'ils attendent beaucoup de ça, que Aix-les-Bains, à ces moments et le Tour du Lac, hein, on parle bien de Grand Lac aussi. C'est le nom de cette radio, c'est pas pour rien, c'est le territoire. Et tout ça pour dire que ils attendent beaucoup, mais qu'il y a des mois creux aussi dans cette ville. On est quand même dans une ville saisonnière, et d'ailleurs la fréquence de Radio Grand Lac l'était au départ. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'ils attendent trop, mais il est vrai aussi qu'on voit beaucoup de Parisiens, Lyonnais, qui veulent vivre à Aix, qui veulent quitter ces villes qui sont entre guillemets écologiques et qui ont transformé la vie de ces grandes villes. Oui, moi je pense que si on est tous là... Oui, ce que je voulais dire en fait. Oui. Non, je vois tout à fait. Non, ce que je veux dire, c'est que si on est tous là, c'est qu'on imagine quand même qu'on vit dans une ville où il fait extrêmement bon vivre. Je sais pas si on peut trouver un meilleur équilibre de vie, de qualité de vie, de qualité de ville ailleurs. Je crois pas, à vrai dire. Entre lac et montagne, un bon climat. C'est une grande petite ville. C'est une little big town, hein, c'est-à-dire une Elle a petite tout d'une ville. grande. Elle a tout d'une grande. Donc, voilà, mais est-ce que c'est pas un piège, Dominique, qu'elle est tout d'une grande? Parce que du coup, les gens s'attendent à des choses et lorsqu'ils arrivent, peut-être qu'ils n'en ont pas tant. Il y a des commerces qui peuvent pas tourner à Aix, qui tournent dans des grandes villes parce que c'est trop spécifique, c'est une niche. Pas tant, mais vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais on a la proximité de plusieurs grandes villes dans lesquelles, à une demi-heure, vous trouvez tous ces services et tous ces commerces. Donc, c'est un très bon équilibre. Quand vous êtes dans une très grande ville, en une demi-heure, vous passez d'un quartier à l'autre. Nous, on passe d'une ville à l'autre, mais c'est la même chose. Et d'ailleurs, le centre d'Aix, c'est très facile à faire à pied, c'est hyper agréable, ça va encore s'arranger. Il y a des places, on va revoir ce passage Bocara bientôt, auquel vous teniez, vous particulièrement. Ouais, c'est un dossier qui a plus de 10 ans, peut-être 15 ans maintenant, je sais pas combien. Et que vous aviez sécurisé sans vraiment pouvoir le faire, mais c'est une question de sécurité publique, donc vous pouviez le faire pour qu'on continue à passer. Après, cet incendie, on va pas rentrer dans les détails, mais du coup, elle a tout d'une grande par son passé, elle est haussmannienne, comme vous l'avez voulu aussi à l'époque. Et du coup, c'est pas simple. On a beaucoup d'attentes. Non, c'est pas simple. Et puis, je plains Renaud, le maire en place. Pas trop quand même, le pauvre, il nous écoute. Si, mais parce que il fait un job qui est extrêmement difficile. Vrai. Le job de maire, c'est un job dans lequel il faut avoir été dans le fauteuil pour se rendre compte de ce que c'est. Quoi que vous fassiez, pratiquement, vous êtes critiqué. Et ça s'arrange pas. Vous êtes critiqué, vous faites pas, vous êtes critiqué, vous faites trop, à un moment, on vous dit, il faut le faire trop tôt ou trop tard. Enfin, ça va jamais, c'est trop cher. Donc, si vous voulez, c'est un job extrêmement difficile. Et il a devant lui 2 gros chantiers qui vont créer du mécontentement, même s'il faut absolument les faire. Il y a même pas de discussion sur le sujet. C'est d'ailleurs votre grand regret de ne pas avoir été au bout, vous, dans votre mandature. Ouais, mais bon, vous savez, on passe des relais, et puis la vie d'une ville, c'est une vie qui s'arrête jamais. Donc, le chantier des Thermes sera une grosse difficulté pour les Aixois à vivre, parce qu'il va falloir pendant des mois, peut-être même 18 mois ou 2 ans, j'en sais rien, être en kikiné par ce qui va se passer sur ces travaux. Et vous évoquiez le passage Bocara, la rénovation de l'hôtel Métropole, pour les commerçants de la place qui est derrière, ça va être compliqué. Où est-ce que vous mettez des grues? Où passent les camions? La rue du Casino? Ouais, dès que vous faites quelque chose dans une ville ancienne, dès que vous rénovez, dès que vous redéveloppez, vous avez immédiatement des critiques. C'est d'ailleurs pour ça que les vieux de la vieille en politique, ils vous disent, pour être élu, faut rien faire. Oui, j'ai entendu un homme pas très loin d'Aix qui disait ça. D'ici, je suis réélu chaque fois, c'est que je fais rien en fait. Voilà. Et moi, écoutez, ou pas grand chose. Voilà, non, moi, j'étais pas élu pour ça. Voilà. Donc d'autant que vous aviez commencé en souvenir par les souterrains de la ville, entre guillemets. Hein, je me rappelle très bien. Et les tuyauteries qu'il fallait absolument éviter. Avant de faire le dessus, il faut faire le dessous. Ouais. Et ça, c'est pas très politique. Hein. Ça coûte cher et ça emmerde tout le monde. Voilà, et c'est absolument nécessaire. Voilà, en plus. Je crois qu'on était, je sais pas si où on en est maintenant, mais grosso modo, 1 litre sur 2 d'eau qui était produite, la moitié, partait dans les égouts, quoi. Donc c'était un truc de dingue. Voilà, donc il faut s'accrocher, mais pourquoi on s'accroche à ce mandat qui est le plus dur, mais le plus proche des gens?
Oui, c'est un mandat qui est très intéressant parce que c'est un mandat dans lequel vous êtes un petit peu votre chef d'entreprise, quoi. Vous avez votre budget, vous avez vos projets, Voilà. vous réalisez, vous concrétisez. Mais effectivement, c'est un mandat qui est à portée de baffe, comme on dit. Donc, vous êtes enquiquiné toute la journée par des gens qui vous reprochent de faire ou de ne pas faire, d'ailleurs. Voilà, parce que C'est vrai. moi, je disais toujours, en italien, on est toujours jumelé avec Oui. Milena. Le maire, ça s'appelle un syndic. Et syndago, le maire. Et d'accord. pour moi, un maire, c'est un syndic d'une immense copropriété, où vous avez tous les copropriétaires de la ville qui ont leur avis sur tout ce qu'il faut faire. Et donc, c'est compliqué c'est pour ça qu'il faut pas trop écouter et qu'il faut quand même faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Ça, c'est bien. Et essayer d'être à sa tâche tous les jours. Voilà, ce qu'essaye évidemment de faire notre maire qui a une ligne de conduite actuelle et qui... Ouais. Et il faut écouter son chemin, son cap. Il fait un bon job, si vous voulez. Il a un job extrêmement difficile, dans une période extrêmement difficile. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu plein de choses. Non, mais surtout les gouvernements Hollande et Macron ont sucré beaucoup des moyens financiers des collectivités. Donc quand vous avez plus d'argent ou plus beaucoup d'argent, évidemment, vous êtes obligé, si vous voulez pas augmenter les impôts, et Renault ne les augmente pas, vous êtes obligé de réduire la voilure sur vos ambitions. C'est assez mathématique, tout le monde fait ça dans sa famille. Oui, puis un équilibre aussi. Comme on dit, la mode est un éternel recommencement. Voilà, il y a des équilibres. Vous avez dit, reconnu même qu'après André Grosjean, il avait serré la vis et que vous aviez donc trouvé une mairie assez saine Moi, financièrement. j'ai profité du travail de chien qu'avait fait André. Et qui était à dur, l'époque, ce travail. qui Il était signait des un chèques de travail 50 balles. Un travail très, très difficile. Il avait remis les finances de la ville en place. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Donc, c'est vrai que c'est formidable. Alors, cher Dominique, c'était un préambule. On n'est pas encore à la bio. Et Bon, on y est presque. Ouais, cette émission, pardon, le but est d'aller un peu plus loin dans votre vie privée, entre guillemets, avec la mesure que vous y mettrez vous. D'accord. Voilà, vous êtes né le 1er septembre 1959 à Chambéry. Ouais, ça commence à dater. Je sais pas, vous êtes encore bien jeune et tout le monde, quand vous êtes arrivé ce jour au studio, on vous verra dans le replay, vous trouve en pleine forme. Vous êtes marié et père de 4 filles, ça je peux le dire. Ouais. Et vous m'avez dit... principal succès. Voilà. Vous m'avez dit d'ailleurs, je suis très fier avec mon épouse, qu'on n'a jamais vu beaucoup, chère Isabelle, on vous salue si vous écoutez. Non, elle est très discrète, elle s'est toujours tenue loin de la vie politique. Derrière un grand homme, il faut une grande femme. Ouais. Elle est grande d'ailleurs en plus. Elle est grande, mais il faut surtout une femme solide. Oui. Derrière quelqu'un qui est exposé dans la vie publique, il faut quelqu'un de solide et c'est quelqu'un, je trouve, enfin il y a des gens qui fonctionnent autrement, mais quelqu'un qui reste en retrait et qui met une barrière entre la vie privée et la vie politique, je pense que pour moi en tout cas, c'était nécessaire. Je me rappelle d'un pot où elle était là après une dernière réunion politique, l'une des dernières que vous ayez fait, où elle était là avec nous, on a rigolé, et puis elle a dit, écoute, on a fait ce qu'on a pu, Enfin, oui, voilà. Pour dire, il faut que tu sois un petit peu fataliste. Après un bac à Chambéry, on s'en fout, ça, Jérôme. oui, je vous le dis rapidement. Vous partez à Lyon 3, DESS, DSS de droit, des affaires et fiscalité. On va en parler vis-à-vis de votre famille, bien sûr. Vous auriez dû prendre le chemin du reste de la famille, peut-être, avec cette formation. Là, je lis, et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Juriste en conseil d'entreprise, vous me dites si je me trompe, HEC Paris. Vous commencez votre carrière comme juriste d'entreprise, président de France Neige International. Et c'est peut-être là que vous rencontrez un homme qui s'appelle Michel Barnier. Non, je l'ai rencontré avant. Quand j'étais à HEC, j'étais le président du bureau des élèves et j'organisais un cycle de conférences. Et comme je connaissais Michel de par ma jeunesse de militant ici en Savoie, Et oui. je l'ai fait venir et c'est à ce moment-là qu'on a recollé vraiment les morceaux. Il m'a proposé de faire un stage à l'Assemblée nationale pendant je me souviens plus, quelques mois. Voilà, et c'est comme ça c'est parti. Mais c'est souvent parti autour de lui, j'allais dire, puisque même Renault, ça a été le cas. Ah ben, Michel, il fait démentir le proverbe qui veut que les hommes politiques dégagent autour d'eux tout ce qui peut leur faire de l'ombre. Il a fait exactement l'inverse. Michel Dantin est un bébé Barnier, je suis un peu bébé Barnier, Renault est un bébé Barnier, Albert Gibello, Albertville était un bébé Barnier, enfin, et même d'une certaine manière, Hervé, qui a aussi bien sûr son rayonnement personnel, mais c'est aussi quelqu'un que Michel a favorisé pour la mise en place, donc ça c'est assez extraordinaire. Et puis, à partir de 85, Dominique, directeur de produits pour L'Oréal, on peut le dire, ça, c'est parce que vous avez une fibre
communication commerciale et com quand même. Oui. C'est quoi votre job à L'Oréal ? À L'Oréal, on appelait ça brand manager, c'était directeur de marque. Je travaillais à l'export sur des produits de distribution sélective, de parfumerie, pour plusieurs marques, pour Cacharel, pour Paloma Picasso, pour Ralph Lauren, des choses comme ça. Ouais. Oui, j'aimais bien ce challenge. J'ai par exemple participé, j'étais loin d'être tout seul, mais au lancement de Paloma Picasso ou de Ralph Lauren en France. Ce qui n'est pas rien, c'est des souvenirs. C'est sympa. Ouais. On a vu les lancements là. Et puis L'Oréal est un groupe français absolument magnifique, avec une puissance fabuleuse. Donc c'est peut-être le fleuron, enfin un des grands fleurons de notre pays. Et c'est sympa d'avoir participé à une toute petite mesure à son aventure. Alors n'hésitez pas, vous avez un peu d'eau, cher Dominique. De l'eau d'Aix. Oui. De 88 à 91, il travaille auprès du président. Ah oui, alors, vous travaillez pour la région, pour le conseil régional, et je me rappelle, peut-être que je dis une bêtise, quand j'allais à Albertville, ce logo que vous avez inspiré avec une agence, j'imagine probablement, qui reprenait des couleurs de l'arc-en-ciel, ce qui me rappelait un pont suspendu. Le pont suspendu d'Albertville lorsqu'on arrivait à Albertville. Est-ce que c'est vrai ou je me suis trompé ? Non, c'est vrai, vous n'êtes pas encore complètement ramolli de la mémoire. Non, mais j'avais peur que ce soit... Des fois, on s'imagine des choses, et je trouvais que c'était génial comme idée, ce logo de la région. Je crois d'ailleurs que c'était... donc le logo a été créé, et c'est Dominique Richard, qui était un chargé de mission du Conseil général, chargé de mission à la culture, qui m'avait dit, tu devrais, pour les Jeux d'Albertville, marquer la présence de la région à travers ce pont, parce que c'est vrai que le logo ressemblait un peu à un pont suspendu. Mais donc, oui. Voilà. Donc, comme quoi, c'est bien l'origine quand on arrive à Albertville, en plus. Oui. Et puis, donc, on peut citer au passage pour l'actu, c'est que Laurent Wauquiez est en train de défendre ce dossier pour faire revenir les Jeux Olympiques en 2030 sur la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez vu ça, peut-être ? Oui, j'ai vu ça et je trouve ça génial. Oui. Dans la mesure où, si vous voulez, ça fait quand même des années qu'on en a un peu, je pense que les citoyens en ont un peu ras-le-bol de ces grandes manifestations sportives dispendieuses qui coûtent un fric fou, avec un gâchis terrible. Et là, l'idée, c'est de faire un truc au contraire durable, reprenant des équipements existants, partagés sur plusieurs départements. Donc oui, je trouve que c'est sans doute un beau renouveau pour l'olympisme, un retour à l'esprit de départ. L'olympisme, c'est pas un esprit de fric, etc. Donc là, on reviendrait dans quelque chose qui me semble vraiment très intéressant. En réutilisant toutes les infrastructures qui avaient été créées à l'époque, notamment autour d'Albertville. Et je trouve ça, moi, génial, et en termes de coût même. Bien sûr, bien sûr. Alors, élu conseiller régional de Rhône-Alpes en 92, élection municipale 95 Chambéry, vous étiez sur la tête de liste de droite contre Louis Besson. Suppléant, alors je passe vite, Ouais. Suppléant du député maire Gracien Ferrari, c'est là que moi je vous ai rencontré pour la première fois en 93 ou peut-être avant. Ça a changé ma vie quand je vous ai rencontré. Non, c'est pas ce que je voulais dire du tout, peut-être la mienne, j'en sais rien. On s'est pas encore paxé, justement, c'est un des dossiers qui nous a pas trop plu à l'Assemblée nationale. Vous êtes élu député au 1er juin 97 avec 46% des suffrages au second. Dans la dissolution à l'époque. Ouais. J'étais un des rares députés de droite à être élu à ce moment-là. Alors qu'il y avait la dissolution de droite. Ouais. Et alors qu'on a perdu la majorité à ce moment-là. Oui. Et vous étiez à l'époque UDF, non ? C'est ça, je me trompe ? J'étais UDF, ouais. Donc vous démissionnez de Chambéry pour dire, je vais devenir élu conseiller du département dans le canton d'Aix-Centre. Ouais, à ceux qui voudraient croire que vous n'êtes pas aixois, parce que j'ai entendu ces commentaires aussi, j'ai lu un reproche qu'on vous fait alors que vous êtes devenu très aixois. Ça, c'est un vieux truc. C'est incroyable. Pour moi, c'est un des commentaires les plus ringards qu'on puisse trouver. On l'a eu cette nuit. Ouais, je l'ai vu. Un des commentaires les plus ringards. Ah ouais, le mec, il habite pas à Aix. Ouais. Mais qu'est-ce que ça peut foutre ? Qu'est-ce que ça peut foutre l'endroit où je dors, où je vis, étant donné que je passe 15 heures par jour à Aix-les-Bains et que je suis investi, qu'est-ce que ça peut foutre ? Par contre, à l'heure de l'intercommunalité en plus, où on parle d'élargir les bases, à l'heure du télétravail, j'ai vu ce commentaire débile, ringard, disant il vivait même pas à Aix. Et qu'est-ce que ça peut foutre ? Oui, puis qui date d'avant même votre première élection de maire. Si on regarde bien, mais ça, je suis un peu méchant, on pourrait trouver des maires qui habitaient à Aix-les-Bains et qui en ont sans doute fait beaucoup moins que moi. Non mais voilà, donc vous l'avez lu, j'ai trouvé ça aussi ridicule et tellement passéiste. Ah oui, c'est ringard total. Pourtant, c'était apparemment un jeune type qui disait ça. Ouais, mais je pense qu'il n'est pas au courant des choses. Il choisit. Et c'est le problème des réseaux sociaux et de l'information. On parle sans être du métier, en fait.
Oui, et puis surtout, il y a des gens qui parlent de n'importe quoi sans connaître rien. On y est malheureusement habitué. Oui, un peu trop. Vice-président du département de la Savoie, où vous démissionnez pour, cette fois, vous présenter à la mairie d'Aix-les-Bains et où vous remportez au premier tour avec 66,62% des voix, contre André Grosjean, certes, et un candidat de gauche. Vous êtes ensuite réélu député de la Savoie contre Thierry Repentin. Et puis, alors, c'est quand même un beau parcours, parce qu'on a eu Claude Giroux il y a pas longtemps, qui a aussi un beau parcours électoral. Claude, il a un parcours magnifique. Oui. Élection législative de 2007, vous êtes réélu avec 51,39%, mais au premier tour. Voilà, enfin, et puis. Moi, j'en ai fait 4 fois, quoi. 4 fois à l'Assemblée nationale. Oui. 3 fois comme maire, en n'habitant pas la ville. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, c'est quand même un exploit extraordinaire. Mais c'est marrant comme on en veut à des gens qui ont un tout petit peu de succès ou de réussite. Moi, je trouve que j'ai pas tellement réussi. J'aurais espéré faire beaucoup mieux que ça. Vous avez fait le job quand même, J'ai essayé. Voilà, moi je me rappelle où vous disiez pour le dernier dossier que vous avez... J'ai rajeuni la ville et j'ai vieilli pour ce qui me concerne. Ce qui est drôle, comme tout le monde, cher Dominique, mais ça va pas mal. Ce qui est drôle, c'est que le dernier dossier qui vous tenait à cœur, vous n'avez pas pu tout le mener vous-même. C'est lequel ? Celui des termes, évidemment. Vous imaginiez des grandes enseignes qui puissent venir accompagner... Mais ça va se faire. Bien sûr, accompagner le centre-ville qui est juste à côté, quand certains du bas de la rue de Genève disent on est trop loin. Vous vous rendez compte ce qu'on dit ? Ouais. Alors qu'on le parcourt en 10 minutes. C'est-à-dire c'est une grande petite ville, donc c'est une ville qui a des réflexes de village ou de villageois, alors qu'elle a des équipements de grande ville. Donc, voilà, je salue quand même Dodo qui va avoir une tendinite, puisque pour vous filmer, avoir le replay de dimanche à 18h, sur le tourdulac.fr, avec Radio Grand Lac, évidemment. C'est vrai que j'admire beaucoup aussi. Franchement, vous allez avoir mal au bras. En octobre 2018, et là je trouve que c'est rare qu'un homme politique dise justement ce qui prouve que vous avez voulu aider vos bébés, entre guillemets, vous démissionnez, c'est un choix que vous avez réfléchi longuement, pour que votre premier adjoint, Renaud, qui nous écoute je crois, soit élu maire le 17 octobre. Donc ça c'est chouette, parce que peu le font. Je crois que c'est Louis Besson l'avait fait pour Bernadette Laclais, vous rappelez-vous ? Ouais. Et effectivement, j'ai bénéficié d'une certaine manière de ça au moment où Michel Barnier m'a installé. J'avais promis à Renaud de le faire. On s'était d'ailleurs fait élire, personne s'en souvient sans doute, mais en 2014, je crois, en tandem. Disant Renaud succédera, donc il n'y a pas eu de cachotterie, c'est pas un accord d'arrière-boutique. Et voilà, donc j'ai tenu cette promesse, je suis très content parce qu'il faut passer les relais. Moi, ça faisait 18 ans pratiquement que j'étais maire. Comme je disais tout à l'heure, c'est un job extrêmement difficile. C'est un job où vous passez tout entier toutes vos soirées, vos samedis, etc., vos dimanches matins au moins. Donc voilà, il y a une certaine usure aussi. Au bout d'un moment, on voit plus peut-être les choses de manière aussi neuve. Et c'est bien que Renaud ait pris la suite. Et ma foi, il fait avec ses qualités, avec ses défauts, qui sont pas les mêmes que les miens, mais c'est bien. On est très complémentaires d'une certaine manière. Il fait le job, il prend le relais et il fait ce travail que je trouve bien fait. Voilà, ce qui me fait plaisir, même si moi je ne suis pas dedans et que je suis censé être très neutre, c'est que vous disiez cela face au rébarbatif qui raconte un peu de tout et n'importe quoi, où ça alimente un peu la chronique, plus vraiment. Donc je suis sûr que Renaud en est très fier également. Je voulais juste te dire que on se rappelle aussi de vous en politique pour terminer avant de rentrer dans les 10 questions plus personnelles, et vous verrez tout ça être très gentil parce qu'on est là pour plus parler de vous. Je suis pas journaliste moi. Je suis animateur, donc je vais pas chercher la petite bête. Vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez, mais si vous cherchez la petite bête, vous allez la trouver. Je le sais, vous adorez ça, vous me l'avez dit un jour. Vous m'avez dit un jour, rentre-moi dedans, j'adore. Alors, sous-entendu, c'est là que vous démarrez bien. Et Renaud est pas mauvais non plus dans le domaine. Très bon. Oui, c'est vrai, je me rappelle. Bon, voilà, donc tout pour vous dire que vos interventions à l'Assemblée nationale ont été marquantes puisque retransmises nationalement à la télévision, et que vous avez un souvenir de ça ? Ah oui, j'ai des souvenirs. Mais un plus particulièrement. J'ai un souvenir extraordinaire qui a été partagé sur les réseaux et partout. Ah oui. Il y a une de mes questions notamment qui a été reprise par Les Inconnus, dans le site des Inconnus, qui a fait plus 5 millions de vues, donc ça c'était sympa. Non, j'ai un souvenir extraordinaire. On était en pleine période d'attentats extrêmement compliqués, tendus en France. Je pose une question au gouvernement. C'est Bernard Cazeneuve qui me répond.
De quel gouvernement s'agissait-il à l'époque? Socialiste. Oui, voilà. Je lui dis, c'était le thème, c'était c'est pas de votre faute, c'est pas de. Voilà. Etc. Et il me répond du tac au tac, en n'ayant pas préparé le truc, il savait pas ce que j'allais lui dire. Ça c'est de votre faute, ça c'est de votre faute, extraordinaire. Ouais. Et cette question a fait un joli petit buzz. Et surtout, ce qui était sympa, c'est que le surlendemain, en week-end, coup de téléphone à la maison, Bernard Cazeneuve qui me dit, t'as vu Dominique, on cartonne sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors qu'il était dans une période où il était sur les dents de partout, il avait pris le temps de me dire ça, et en me disant, en terminant, lorsqu'on aura fini notre carrière politique, on pourra peut-être faire du showbiz tous les deux. Mais c'est vrai que vous aviez repris, parce que ce qui prouve que vous êtes un homme de communication quand même, c'est pas leur faute, quoi, en parlant des socialistes. Ouais. Ça a été vraiment un truc sympa. Il y en a un autre qui a très bien fonctionné aussi. J'avais parodié la Genèse dans l'Évangile. Avec le premier jour, le deuxième jour, etc. Voilà. Bon, bref, peu importe, c'est des petites choses. Voilà, c'est un peu c'était pour dire que finalement, si vous deviez le refaire, tout ça, vous le referiez, Dominique? Je sais pas. Non, c'est pas sûr. J'ai quitté L'Oréal à l'époque pour faire de la politique. Je sais pas. C'est très difficile de dire ça parce que oui, peut-être. Ça veut rien dire en fait. Peut-être je le referais, mais j'aurais peut-être été très heureux aussi dans une carrière, dans une grande entreprise, avec sans doute peut-être j'aurais voyagé sans doute beaucoup plus. Ah oui. Voilà, donc non, je suis très content de ma petite vie, de ce que j'ai pu faire, mais peut-être qu'il y en avait des meilleurs qui étaient possibles, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous. Hein. Et lorsqu'on s'est vu pour préparer cette émission, vous m'avez dit, tu sais, Jérôme, maintenant je suis grand-père. Et ça m'occupe une partie de l'été, notamment quand il y a les vacances, et j'apprends ça. Enfin, pas j'apprends. Si, j'apprends le rôle de papy. Ouais, ça c'est le mère, c'est bien, mais grand-père, c'est vraiment un job fabuleux. Oui. J'ai 8 petits-enfants. On a 8 petits-enfants avec Isabelle. Sur combien, entre guillemets, des filles? Sur 4 filles. Nos 4 filles chacune sont... Non. 3, 1. Et ça, c'est vraiment... ça, c'est le plus beau job de... C'est beaucoup mieux que d'être père. Parce qu'on est... on se sent moins responsable? Oui, il y a que du bonheur. Il y a pas d'obligation, il y a pas de contrainte. Donc c'est génial. Mais est-ce que quand vous voyez... Et puis pour les petits-enfants, je sais pas comment vous étiez avec vos grands-pères, là, les uns et les autres, mais pour un petit enfant, un grand-père, c'est une figure fabuleuse. Ça, c'est vrai. C'est une figure très sympa, très, très chaleureuse. Donc les petits-enfants vous donnent un amour incroyable, quoi. C'est un message au grand-père qui pourrait passer à côté. Par égoïsme, peut-être simplement. Les moments qu'on vit avec ses petits-enfants, et en plus, vous y retrouvez vos gènes. Oh, non, on s'en fout, ça? Ouais, ça, on s'en fout. Je sais pas, j'en sais rien. Si, mais est-ce que vous retrouvez de vos traits de caractère à vous, Il y a un proverbe créole que disait mon beau-père qui dit macaque toujours trouvé ici au bel. Ça veut dire que le singe trouve toujours que son petit est beau. C'est vrai. Même quand il est moche. Parce qu'effectivement, on se rend pas compte quand c'est soi-même. On se rend pas compte. L'enfant, le petit enfant naît. Et de la minute où il est né, ça y est, il y a un amour fou qui se dégage. C'est vrai. C'est incroyable. Et aussi moche soit-il, il est aussi moche que les parents, ou aussi beau, je veux dire. Donc, non, vous avez des beaux parents qui font des enfants moches. Oui, c'est et vrai. l'inverse. Bon, alors on parle des enfants de l'amour, peut-être. 10 questions, 10 minutes, Dominique. Où êtes-vous né? Bon, on l'a dit, hein, Chambéry. Ouais, Chambéry. Chambéry même. Ouais. Votre famille, alors là. Excusez-moi, mais par rapport aux gens qui. Oui, voilà. Vous voulez revenir là-dessus? Moi, je voulais pas. C'est quand même une tare originelle d'être né à Chambéry pour être maire d'Aix-les-Bains. Voilà. Surtout en habitant à 15 km, quand on parle de mondialisation. Oui, ridicule. Oui. Famille, donc papa, maman, on en parle un peu, les frères et sœurs. Oui, famille nombreuse. Catholique, pratiquante, traditionnelle finalement, et plutôt orienté. Mon père un peu intello, il était agrégé de lettres, donc il était prof, non? Ouais, il était prof à la fac à Chambéry. Et maman plutôt dans le service catho, les bonnes œuvres catholiques, le secours catholique. Aucun des deux n'est encore parmi nous? Non, maman est morte il y a 2 ans. Ah oui, c'est récent. Papa est mort il y a déjà 20 ans. Et le départ de maman, enfin, comment dirais-je, des deux? Pardon? Vous diriez les deux sont plus là. Oui. Les deux vous manquent, évidemment. Mais si vous deviez... Enfin, c'est une question très personnelle, ça, hein, mais au quotidien, vous pensez tous les jours à eux? J'ai pratiquement pensé à la mort de mon père,
tous les jours pendant 15 ans. C'était un truc incroyable, ça m'avait vraiment marqué. En plus, c'était une mort extrêmement brutale. Et maman, c'est moins le cas parce qu'elle est morte de manière très douce. Elle s'était préparée, elle nous avait préparés. Elle le voulait presque, enfin, oui, non. Oui, elle en avait un peu marre, quoi. Elle était beaucoup plus âgée, 93 ans à peu près. Ah oui. Et donc, elle s'est éteinte. C'est presque elle qui a décidé le moment de sa mort. Donc, c'est pas beau, pareil. ça. Enfin, c'est pas pareil. Et puis le père est un modèle vraiment? Ou après c'est vous quoi? J'étais assez différent de mon père parce que c'est la génération. Je sais pas comment c'était avec vous pour vos pères, mais mon père c'était pas un grand communicant. C'était plutôt quelqu'un d'extrêmement rigoureux pour lui-même, hein, et donc très exigeant aussi pour ses enfants et pour les autres. Donc, et il vous a appris une forme de rigueur ou vous avez fait un rejet? Non. Alors, qu'on le veuille ou pas, quand vous êtes dans ce bain-là, dès que vous êtes tout petit, oui. On arrive à l'heure, on se tient bien, oui, voilà. On vole pas, on dit pas de méchanceté, voilà. Le savoir-vivre, le savoir-être, le bien, le bon. Ouais. Vraiment, mon père était un homme de rigueur incroyable. Et d'amour? Oui, bien sûr, d'amour formidable, mais d'abord imposant la rigueur, quoi, qui était la sienne. Les frères et sœurs, moi je connais très peu un de vos frères qui vous ressemble beaucoup et qui lui est plutôt fiscaliste, enfin plutôt. Oui, j'ai 2 frères qui sont avocats fiscalistes, droit de l'entreprise. J'ai une sœur qui est comme papa agrégé de lettres, ma sœur aînée, et puis j'ai une sœur qui est pharmacien. Ah oui, donc c'est une belle famille nombreuse de 5 ans. On est 5, oui. Voilà. Et vous voyez, vous rencontrez, vous voyez, il y a des réunions de famille encore, les Noëls. Oui, mais enfin ça devient compliqué parce qu'on est maintenant une colonie importante. Il faut des grandes tables. Ouais, il faut des grandes maisons. Mais oui, on se voit, enfin on a des bons rapports entre nous, en particulier avec mes 2 frères qui sont les plus proches, puisqu'il y en a un qui est à Lyon et l'autre qui est à Chambéry, donc c'est les 2 plus. Il y en a une, sinon mes sœurs sont à Bordeaux et en Provence, donc c'est un peu plus compliqué. Et votre épouse est savoyarde aussi? Pas du tout, mais ne le répétez pas, elle est parisienne. C'est le tard. Moi, sûrement pour tous ceux qui trouvent que déjà j'habite pas ici, et en plus, il s'est marié avec une fille qui est à 500 bornes. Ça c'est drôle. Et donc évidemment, sa famille est aussi là, donc elle la voit là-bas, j'imagine. Non. Oui, on voit beaucoup sa famille. On est presque plus proche de sa famille parce que ils sont un peu plus jeunes. Moi, j'étais le dernier, l'aîné de sa famille. Et puis, du coup, si vous voulez, comme ils sont un peu plus loin, quand on les voit, on y va pour les voir. Donc, ça change un peu la donne. Et c'est toujours autour de Paris? Ouais. D'accord. Alors, quel métier? Ah bah oui, il m'a dit vos parents, donc prof, et la maman plutôt... Hein? Maman, elle travaillait pas, 5 enfants, et plutôt bonnes œuvres. Voilà, ce qui est bien. Ouais, action catholique. Donnez-moi, Dominique, un souvenir marquant de votre école primaire, ou si vous ne trouvez pas en primaire, parce qu'on a des choses qui nous ont marqué au primaire, au collège, mais enfin, un truc qui vous a... Bon, j'ai eu des instits qui m'ont marqué beaucoup. J'étais à Val-des-Crousseaux, à Chambéry, à l'époque. École publique ou... École publique, oui. Ah oui, mon père était prof d'université publique, donc on est tous été éduqués. Vous avez au moins respecté votre engagement. L'instruction publique. Et je sais pas, moi j'écrivais un peu à l'époque. Quand j'étais tout petit, j'écrivais des petites nouvelles, des petits romans entre guillemets. Et j'avais un prof, Monsieur Péguet. Une bonne mémoire quand même, hein, qui était un prof, un hussard de la République, hein, probablement, on parlait pas de ça à l'époque, mais je pense plutôt communiste, hein, comme orientation, mais qui était un type extraordinaire, formidable, et qui m'encourageait à faire ça. Alors que ça valait pas tripette évidemment, hein, mais il me disait mais c'est bien, il faut continuer à écrire. Vous l'auriez fait plus tard? Enfin, vous écrivez encore? Ouais, j'écris un petit peu, mais c'est pas vraiment mon truc. Vous seriez assez patient ou capable d'écrire votre carrière ou votre histoire? Non, d'abord, ça aurait pas un intérêt fou, à part peut-être pour mes enfants, pour garder une trace de ça, mais non, on va pas faire ça. Donc, un joli souvenir, en tout cas, parce que les communistes ont de l'engagement. Ah ouais. D'ailleurs, on voit que, pour revenir à l'actualité, que le leader communiste français actuel, Fabien Roussel, a un certain écho dans... Il est pas mal. Oui, parce que on partage avec eux un certain nombre... On partage pas tout, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on partage avec eux un certain nombre... Mais c'est André Grosjean qui disait ça. Ouais.
aussi. Presque plus qu'avec les socialistes. C'est même sûr. Enfin, excusez-moi de il y a une capacité de se comprendre, même si on est vraiment sur deux rives complètement différentes de la politique. C'est une capacité de se comprendre qui est forte. Quand Fabien Roussel dit que le travail est une valeur de gauche, on se retrouve là-dedans. On a l'impression que la gauche a perdu un peu le sens du travail. On est plus à soutenir l'assistanat, etc. Lui, il revient aux fondamentaux. Je trouve que c'est courageux et je trouve que c'est juste. Oui, les ouvriers étaient souvent communistes parce qu'ils travaillaient sur les chaînes. Quel sport pratiquiez-vous, même si je connais les réponses, mais pas tout le monde, cher Dominique, avec votre physique élancé? Ouais, de moins en moins élancé quand même. Mais je fais un peu de vélo. Pas assez. Toujours là où vous en faites Ouais, j'en ai pas fait beaucoup cette année, mais j'ai un vélo. Je me pose la question d'ailleurs d'acheter un vélo électrique. Bah oui, je pense que c'est bien. Parce que je suis à l'âge où ça commence à peut-être à devenir important. Et puis je fais un petit peu de tennis, je fais vous arrivez à faire un peu de ski, voilà. Mais je fais plus beaucoup de sport. J'en ai fait beaucoup dans ma jeunesse. La marche, du triathlon. Oui, je fais de la marche. Oui, parce que vous faisiez du triathlon. Ouais, je fais du triathlon, mais voilà, non, je fais plus de trucs comme ça. Pour faire du sport, c'est fabuleux, le sport. C'est une école extraordinaire du respect des règles, de l'entraînement, de la progression. J'adore cette école qu'est le sport. Mais il faut aussi avoir une volonté de se faire mal. Enfin, selon les sports que vous faites, j'ai plus très envie. Oui, d'autant qu'on entend aujourd'hui, et je peux en avoir été témoin récemment, qu'attention aux gens qui font du surentraînement sportif en France. Alors là, j'en suis loin. Oui, j'espère pour vous, parce que ça les abîme vraiment. À 50 ans, sont cuits. Votre signe astrologique? Je suis vierge. Et martyr depuis que je fais de la politique. Depuis le 1er septembre. Vierge, vous avez un ascendant, vous l'avez calculé? Je sais pas. Et vous revendiquez vierge? Enfin, du tempérament du signe de la Vierge? Je sais pas. À vrai dire, je suis pas très porté sur ces trucs-là. Mais comme ça fait marrer les gens quand je dis que je suis vierge, je le rappelle de temps en temps. Oui, mais on dit que c'est un signe de médiation. Vous êtes un homme de compromis? Ah oui, je déteste le conflit. Je cherche toujours le compromis. Dans la politique, vous avez tenté de réunir tout le temps? Ah oui. Ouais. Et ça m'a même beaucoup fatigué à Aix-les-Bains parce que je suis arrivé dans un contexte où Grosjean et Ferrari et leurs équipes se faisaient la guerre. Alors c'est du même côté en plus, c'est ça qui est terrible. C'est du même côté. C'est le symbole de la France. Moi, ma famille a quitté ses équipes. Enfin, pour ça. De les voir se battre. C'est une de mes fiertés d'avoir mis sur la même équipe municipale Renaud Beretti, Marina Ferrari, Nathalie Murguet à l'époque. Oui. Qui venaient de deux clans qui s'étaient affrontés. Comme Giscard Chirac. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Ouais. Et ça a plutôt marché puisque vous rassembliez aussi vos électeurs. Ça a plutôt marché. J'ai rassemblé aussi les gens de gauche. J'étais très content quand Davier est venu dans mon équipe. Je trouvais que c'était bien. Pascal Peller, des gens qui n'étaient pas réputés pour être des gens de droite. Et ça veut dire qu'ils trouvaient aussi on offrait un espace de travail qui permettait à tous de s'exprimer, de se retrouver à peu près. Et puis c'est un travail local. Ouais, on est sur un territoire local. Mais c'est ce qui me fait dire d'ailleurs aujourd'hui dans le débat politique national qu'il faut absolument pour moi, les Français pensent qu'en changeant de capitaine, changeant le capitaine du navire, ça va suffire. Moi, je crois pas du tout. Le problème, c'est le navire. C'est pas le capitaine. Le navire ne répond plus. Les leviers de commande ne répondent plus. Donc, il faut décentraliser beaucoup, très vite, parce que effectivement, à l'échelle locale, les choses marchent. Les régions, ça marche bien. Les régions ont été meilleures que l'État sur le Covid, par exemple. Les départements, ça marche. Les communes, ça marche. Les intercommunalités, ça marche. La seule chose qui marche pas en France, c'est l'État. Et c'est pas tellement la faute du capitaine, quel qu'il soit. On défendrait Macron à tout craindre, alors qu'on voit, parlons du maire d'Aix-les-Bains, le boulot qu'il fait au quotidien pour essayer de satisfaire tout et chacun. Bien sûr. C'est beaucoup plus. Les échelons locaux fonctionnent, marchent bien en France. Alors que l'échelon national marche plus. C'est Édouard Philippe qui me disait, après son expérience à Matignon, il me dit, t'es nommé à Matignon, t'es sur un gros paquebot, et tu sais devant ton tableau de bord que t'as 3 leviers sur 6 qui marchent pas. Voilà. Donc ça peut pas marcher. Donc il faut et je crois pas du tout qu'on réformera l'État. Mais le problème c'est qu'en France, on a depuis Colbert, on se méfie des pouvoirs locaux, des pouvoirs féodaux, les fiefs. Et donc, il y a une espèce l'ENA, c'est un moule à se méfier des collectivités, c'est un moule d'État.
C'est une culture d'État. Or, toutes les élites politiques en France, pratiquement, sortent de ce moule-là. Nicolas Sarkozy, non? Non, Nicolas Sarkozy, non. Et il a pourtant pas beaucoup décentralisé, pas décentralisé même. Chirac l'a fait un petit peu, c'était Raffarin à l'époque qui était Premier ministre. Alors pourquoi on l'a autant dézingué? Je parle pas de droite ou de gauche, alors qu'il fait des bouquins et que ça cartonne. Qui, Sarkozy? Oui. Parce que Sarkozy, c'est un personnage formidable. Pour moi, c'est un type exceptionnel, mais c'est un type qui est très clivant. Et donc, et qui est un peu provocateur. On peut plus être clivant aujourd'hui. Enfin, c'est provocateur plus que clivant. Vous avez lu son dernier tout à l'heure, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes critiqué. Et quand vous avez une personnalité avec des aspérités un peu fortes, comme c'est le cas de Sarkozy, oui. Hollande avait moins d'aspérité, c'est vrai. Quand vous avez des aspérités un peu fortes, voilà, vous êtes forcément décrié. Oui, donc mais vous êtes aussi adulé par ceux qui vous aiment et qui vous suivent. Alors, on est dans les excès, dans l'extrême. Mais vous qui m'y rassemblez, vous avez bien une personnalité forte tout de même. Mais je sais pas, c'est vous qui pouvez le dire ou pas. Donc, alors c'est votre sourire qui emportait tout. Si vous étiez un animal, ça c'est une question. Ah non, j'ai oublié une question. Vous avez une passion, parce que vous aimez bien la politique, parce que je vois que vous repartez au quart de tour quand même. Je continue à suivre le débat. À vrai dire, c'est la seule chose qui me manque. Le quotidien de la politique me manque pas du tout. C'est un quotidien qui est beaucoup trop prenant. C'est le fond de la politique trop envahissant. Qui vous plaît. Mais le débat politique, oui, j'adore. Et donc votre passion, il y a ça ou enfin vous avez d'autres passions mais on va. Ma femme. Ah, Isabelle, entendez-nous. Je crois pas qu'elle nous écoute. Ah, mince. Non, alors non, la famille, la vraie passion, c'est je pense pour nous tous, c'est la famille. On pourrait en faire un débat parce que ça part un peu en cacahuète aussi, l'équilibre familial dans les familles françaises ou pas? Je sais pas, moi je pense que c'est quand même un des trucs qui reste le plus solide, des piliers qui reste le plus solide. Il y a beaucoup de choses qui se cassent la gueule, mais je pense que les gens sont... voilà, il faut le garder à tout prix, ça, bien sûr. Ah bah c'est sûr. On dit toujours que c'est la cellule de base de la société, mais c'est vrai. Je veux dire, le jour où vous avez des familles qui se cassent la gueule, effectivement, vous avez à ce moment-là, vous n'avez que des gens isolés qui n'appartiennent plus à une famille. Et là, alors là, pour le coup, c'est vraiment l'explosion, je pense, sociale. Voilà, il y a plus d'impôts parce que ça fait plus de loyers, plus de trucs, mais par contre, il y a un déséquilibre important. Si vous étiez un animal, Dominique, tout le monde a eu la question, lequel seriez-vous? J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il faut que je réponde, Jean-Pierre? Ah ben, c'est Jean-Pierre. Enfin, c'est pas Jean-Pierre Foucault, hein, c'est Jean-Pierre Germain. Sandra, je réponds quoi? Un animal? Non, mais sincèrement, simplement, instinctivement, lequel seriez-vous? Tout le monde a répondu, il y en a qui ont répondu, je ne sais pas. Peut-être un gorille pour honorer la mémoire de Brassens. Ah, c'est bien. Pas mal, ça. Gare au gorille. Je viens d'y penser. Hein. Oui. C'était pas prémédité. Non, et qu'est-ce qui vous fait dire le gorille en dehors de Brassens? C'est quoi le gorille, c'est paraît-il. Pareil, ça fait très peur quand on le voit. Ouais, mais paraît que c'est l'animal, semble-t-il, l'un des plus proches de nous. Donc, voilà. Et qui peut être très doux. C'est un quasi-humain. Je sais pas. Mais je connais pas bien. Vous me faites parler de trucs. Non, mais j'aurais bien dit un chien, mais j'adore les chiens. Mais enfin, c'était peut-être un peu couillon de dire que le gorille est un chien. On n'a pas eu le chien. Donc c'est pas mal aussi. Mais le gorille, j'avais vu un reportage, une vidéo où un enfant tombe dans un zoo près du gorille. Vous avez vu ce truc? Ouais. Tout le monde croit qu'il va le tuer, le bouffer. Et en l'occurrence, la mère gorille le protège. Et ils ont tué la gorille pour quand même sauver l'enfant. Bon, voilà. Après, c'est... votre grand... C'est un peu bizarre, votre question. Hein. Vous êtes gorille, on l'avait jamais dit, c'est bien. Et vous avez la stature quand même, en taille, je parle. Mais je sais pas, le gorille, il est plutôt un peu plus bas, non? Musclé? Ah oui, aussi. Votre grand regret, Dominique, s'il en est un? Non, j'ai pas trop de regrets. Je suis pas tellement... D'abord, j'ai pas de mémoire, donc je me souviens pas. Vous vous souvenez pas, vous élaguez ou comme les femmes, vous vous souvenez que de ce qui vous arrange? Non, honnêtement, j'ai pas de mémoire. J'ai une mémoire très faible, j'oublie très vite. Et donc, comme je me souviens pas de ce que j'ai fait, j'ai pas de regrets. C'est chouette ça, mais ça a été plutôt un avantage dans votre carrière. Oui, dans la vie politique, faut surtout pas avoir de mémoire. Hein. Sinon, on a le cœur qui pète. Sinon, vous en voulez la terre entière au bout de 15 jours. Oui. C'est ce que vous m'avez dit il y a pas longtemps. Et j'ai compris ça, qu'il fallait plutôt effectivement rassembler. Faut effacer. Ouais, voilà. Puis, si vous voulez, à l'époque des réseaux sociaux, c'est que j'ai finalement, moi, dont j'ai pas été trop victime un peu à la fin, mais c'est quand même un truc assez récent. Les réseaux sociaux, c'est un truc vous avez envie de tuer tout le monde. Ça devient de pire en pire. Et moi, évidemment, on bosse avec tous les jours, je le dis. Et pour autant, ça marche parce qu'on dit la vérité dessus. Enfin, on montre des vrais gens. C'est-à-dire que
quelqu'un qui connaît rien à rien a le même pouvoir de vous parler qu'un prix Nobel. Oui. Bon, donc effectivement, c'est un peu fatigant. On ne fera pas référence aux commentaires de la nuit parce qu'il y en avait plutôt des bons. Bon, c'est déjà ça. Votre envie ou votre souhait le plus cher, s'il en était encore. Là, il n'y a plus besoin de mémoire. Non, là, on se projette vers l'avenir. Moi, j'ai pas de souhait pour moi-même. Que ça continue quelque temps encore, ce serait formidable, avant que Dieu me rappelle là-haut. Mais non, j'espère que, voilà, je suis un peu, bon, évidemment, pour des souhaits pour ma famille. Et puis, si on élargit un petit peu, j'avoue que la période, mais elle n'est pas différente des autres. La période dans laquelle on est avec des guerres, des trucs qui se rallument de partout, c'est forcément un peu affolant. Donc, voilà, on rêve tous, donc, au moment des souhaits, on rêve tous d'un monde plus pacifique, quoi. On se demande encore pourquoi les gens dans le monde pensent qu'un truc, c'est aller triper leurs voisins. C'est un truc de dingue. C'est incroyable. Vous qui êtes homme politique, vous savez comment ça fonctionnait. Beaucoup de gens disent, on nous gouverne avec la peur pour nous tenir. Oui, je sais pas si c'est vrai. C'est du complotisme, ça. Oui, un petit peu. J'en sais rien. Je me méfie des mots, des mots à la mode, mais je crois pas que ce soit vrai. Je crois que franchement, il y a de quoi avoir un peu peur, quoi. Quand on voit ce qui se passe. Il suffit d'une étincelle, vous dites là, non, pour que ça parte ou non? Ça aussi, c'est une connerie. Non, mais quand vous êtes maire d'Aix-les-Bains et que ça pète au Proche-Orient, dans une ville où vous avez des communautés religieuses très marquées, très différentes. Moi, j'ai eu la trouille. Chaque fois que j'étais maire et qu'il y avait un pet au Proche-Orient, je dis, mais il suffit d'un zinzin, d'un dingue. Vous savez qu'il y a quand même plus de véhicules qui tournent ces temps, de l'armée. Bien sûr. Non, voilà, il faut. Si on peut un peu pacifier on rêve tous, donc c'est un peu idiot, c'est un peu utopique. Mais je pense que les grands dirigeants le savent, tout ça, le pensent. J'ai vu une émission avec Trump là qui arrivait à la politique et il y a eu un G20 et Trump, ils ont c'est quand tous même été affolés, quoi, vraiment, pour signer un bout de papier. Trump, c'est quand même pas non plus le faiseur de paix le plus grand que je connaisse. Mais... Oui, voilà, il a surpris tout le monde en racontant des choses vraiment très étranges lors de ce G20. C'était une émission dont on voyait le off. Il est midi un peu plus. Votre plat préféré, on passe du tout au tout, cher Dominique? Moi, j'adore les pâtes. Sous toutes ses formes ou... Je suis un pâte maker. C'est j'adore facile les pour pâtes votre sous dame. toutes les formes. Plus elles sont grosses, plus je les adore. Et quand même, si on peut mettre un peu de sauce tomate et fromage râpé. Du coup, Isabelle en était ravie ou vous faisiez la cuisine? Elle est ravie parce que d'abord, c'est moi qui me l'ai fait. Ça va plus vite. Puis c'est quand même pas très compliqué, quoi. Attendez. Les Italiens diraient pour qu'elle soit al dente. Alors, par contre, sur la cuisson, je suis très regardant. Et vous les aimez comment? Je les aime al dente. Un peu comme croquantes. on doit manger les pâtes? Je sais pas, il y en a qui les aiment un peu en bouillie, et c'est pas mal non plus, mais moi je préfère un peu croquant. Voilà, j'ai vu des Siciliens d'Aix qui étaient là-bas dans le sud en retraite et qui m'ont montré une photo, ils fabriquaient les pâtes là. Ouais. Ils étaient bien, ils faisaient 30 degrés. Là, le jumelage avec la Sicile à Aix, c'est un truc fabuleux. Le jumelage avec Milena, quand on est reçu à Milena, on est reçu comme des rois. Et vous avez des dîners avec, je sais plus, 7 plats, 15 desserts. Comme on faisait à l'époque. Ah, des trucs de dingue. Et les pâtes, alors là, c'est tutti frutti, toutes leurs formes. D'ailleurs, on a un événement qui s'appelle Tutti Frutti avec les mains. Ce qui vous anime au quotidien, Dominique Dor, aujourd'hui? Ce qui m'anime, c'est d'essayer d'être un mec à peu près comme il faut, quoi, un mec bien, comme on dit. Avec mes défauts, voilà, je suis très investi dans la vie de ma famille, donc c'est ça qui m'anime le plus, je pense, c'est quand même les perspectives de ma petite famille. Vous avez un chien, Dominique? Non, je n'ai plus. On a eu des chiens pendant 30 ans, mais on n'en a pas repris à la mort du dernier chien. Ça vous aimeriez encore ou? J'aimerais bien, mais le problème, c'est que le chien, c'est une astreinte, et comme maintenant on est seul avec ma femme, on peut bouger un petit peu plus, donc on n'a pas repris de chien. Voilà, mais c'est le plus fidèle des animaux ou des hommes ou des humains. Non, formidable. Même quand vous rentrez à 2h du matin, il remue la queue et est content de vous voir. C'est vrai. Et il ne vous trahira jamais. Il vous trahira jamais, oui. Vous avez essayé de tenir toutes vos promesses, qu'elles soient personnelles ou professionnel, parce que c'est pas facile en politique. Enfin, en tout cas, votre parole en tous les cas. Oui, contrairement à ce que pensent les gens, j'ai le sentiment de n'avoir jamais menti. J'ai quelquefois oublié des choses qui me convenaient pas.
Oui, j'ai l'impression d'avoir été à peu près correct dans ce que j'ai fait, d'avoir servi loyalement mes mandats. Avez-vous, Dominique, une actu ? Une actu ? Oui, sans parler de profession, avez-vous une actu qui vous anime ou qui au quotidien ? Enfin, rien de plus ? Non. Les enfants, la famille ? Oui, non, rien de plus. Bon, si, j'ai bien sûr mon petit jardin secret. Hein. Voilà, par exemple, vous voyez là, je ne sais pas s'il faut que je le dise. Non. Je me suis mis... Bah alors, je le dis pas. Si, allez-y. Non, j'avais pas écouté, j'ai mal entendu. Je me suis mis un peu plus sérieusement au bridge de compétition. Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Ça fait partie, ça m'occupe un peu. Par exemple, cet après-midi, je vais jouer au bridge. Il y avait un sacré, pardon, vous coupez un club de bridge Aix, qu'elle est pas mal, non ? Ouais, j'y suis. Non. Ouais. Et ça vous anime les après-midi pas tous les jours. Pas tous les jours, mais j'y vais une fois ou deux. Ouais, j'aime beaucoup. J'étais en compétition ce week-end à Grenoble. Enfin voilà, j'ai des petites choses. Et alors ? Et j'ai été très mauvais. Isabelle vous suit-elle dans cette aventure ? Elle suit un peu, mais elle déteste la compétition, elle. Elle aime jouer, elle a pas mais envie elle de aime pas la challenge. compète. Elle n'a pas envie de se battre pour ça. Non, elle est beaucoup plus sérieuse que moi. C'est-à-dire qu'elle apprend le bridge, c'est un jeu de convention incroyable. C'est vrai. Il faut. Donc vous êtes plus bridge que poker ? Moi, je suis plus. Alors, oui. Vous êtes pour le bluff, mais je suis plus jeu de la carte que convention. Ah. Voilà. Et vous aimez gagner à tout craindre ou ? Je préfère gagner, oui. Parce que vous avez réussi, je crois, sur notre bassin aixois et autour du lac. Merci beaucoup, Dominique Dor. C'était un vrai plaisir pour moi. Ben pour moi aussi, c'était très sympa de retrouver l'équipe de Radio Grand Lac qu'on a vu naître. qu'on a un petit peu accompagné à l'époque. C'est vrai, je me rappelle d'un petit moment dans votre bureau à ce sujet. Très sympa de m'avoir fait signe. Faut penser aux vieux comme ça, c'est sympa. Et c'est pas fini, là, les quelques secondes qui viennent, c'est vous qui allez mener la danse. Ah bon ? Juste, je voudrais dire qu'il y aura, au-delà du replay dimanche sur le tourdulac.fr et tous les réseaux sociaux, il y aura aussi le podcast, n'est-ce pas, Sandra et Jean-Pierre, sur le YouTube de Radio Grand Lac. Je voulais le dire parce que c'est très bien aussi de l'écouter sans voir les têtes forcément. Merci Dodo. Ah ouais, c'est Dodo, hein. Le podcast c'est Dodo. Hein. Ouais, non, le replay, c'est Dodo. Ah, le replay. Et la caméra qui va exploser, la main peut-être. Ah ouais. Non, elle a tenu le coup, hein. Ouais. Dominique, d'ailleurs Dominique, des fois sur mon portable je me trompe. Hein. Ah oui. Vous m'envoyez pas de mots d'amour pourtant. Mais... Cher Dominique, vous prenez le micro pour lancer le disque. Ils se foutent de moi à chaque fois, mais on lançait le disque à l'époque du titre qui vous, même si on sait que vous êtes un grand amateur de Brassens, de Georges Brassens, vous avez choisi un titre qui vous affectionne particulièrement au cours de votre vie peut-être. Ouais, moi j'aime la variété française, disons traditionnelle. Donc voilà, j'étais président du club Brassens à l'Assemblée nationale à l'époque. On se rappelle de Jean Sangali. Oui, avec Jean, formidable interprète de Brassens. C'est vrai. Mais là, j'ai choisi pour dérouter un peu les gens un titre de Barbara. J'aime aussi beaucoup Barbara, qui fait partie justement de ces quelques artistes. Auteurs, compositeurs, interprètes, pas seulement des petits interprètes, voilà. Dis quand reviendras-tu, qui est un des titres qui a été d'ailleurs le plus repris par beaucoup d'autres chanteurs après elle, et que je trouve fabuleux. Merci beaucoup Dominique, et à bientôt, portez-vous bien, c'est un plaisir, bonne fête de fin d'année. Dis quand reviendras-tu, ce n'est pas un message politique. Oui, j'ai compris, j'allais le dire, mais je vous laisse le dire vous-même. Merci Dominique Dor, c'est un plaisir. Merci à vous tous.